assez singulière. En fait, tout a commencé un matin de janvier 2018. Je me trimballais dans les Halles d'Avignon, comme tous les jeunes retraités désœuvrés. J'ai croisé un espèce d'individu interlope qui m'a apostrophé en me disant « J'ai pensé à toi pour le TEDx ». Je dis « Tiens, quelqu'un qui pense à moi sur ce territoire, c'est plutôt étonnant ». Oui, on fait un TEDx sur la conquête des territoires. J'ai pensé à toi à propos des lettres de ton père. J'avais donc, lors du festival 2016, joué, lu, donné, dit une correspondance de mon père sous le titre Palestine 1946, lettres de mon père. L'histoire est la suivante. À la fin de la guerre 39-45, Georges Bloomberg, mon père, donc, a quitté la France après avoir traversé la guerre en résistant. Il était d'origine juive. Il décide de quitter la France avec ma mère pour s'installer en Palestine avant que l'État d'Israël ne naisse en 1948. Et puis, depuis la Palestine, il entretient une correspondance avec son meilleur ami d'enfance qu'il avait connu à la maternelle à Paris, qui s'appelait Léon Guédalia, qu'on appelait Lico. Moi, j'ai bien connu Lico, il venait à la maison, c'était un peu notre oncle, mon père était fils unique. Et donc, il délivre à Lico une correspondance quasi quotidienne, presque une chronique journalistique sur sa tentative d'installation non juive dans la Palestine de 1946. Et quand mon père est décédé en 1987, j'ai retrouvé dans ses affaires des pelures papier de machines à écrire. Alors la pelure de machine à écrire ne parlera pas aux jeunes générations, c'était bien avant le copier-coller. C'était cette espèce de petit papier très fin qu'on mettait derrière le carbone pour avoir une copie de ce qu'on écrivait. Et de cette somme qui était dactylographiée très très dense, j'avais monté cette lecture d'environ 1 heure. En fait, ce qui m'intéressait de vous livrer aujourd'hui, c'est la singularité de cette histoire. D'abord parce que cette correspondance était très riche. Je pense que mon père avait une vision assez lucide sur la situation d'alors. Et que c'était un bonhomme un peu atypique. C'était pas une personne qui allait dans les organisations. Il était très libre, indépendant, laïque, républicain. Tenez, pour vous donner une petite idée, une petite synthèse du monsieur, il avait pour habitude de manger du pain azime. Vous savez, ce pain très fin, ça ne présente absolument aucun intérêt. C'est de la farine et de l'eau qu'on mange à la Pâque juive ou qu'on trouve dans les magasins de régime. Eh bien, mon père prenait ce pain, il le tartinait de beurre et il rajoutait une tranche de jambon dessus. Et ça, c'est la synthèse de Georges Bloomberg. Donc, il a décidé d'essayer de s'installer là-bas. Et moi, j'ai pensé aujourd'hui vous dire, tiens, il y a un parcours particulier dans un contexte historique plus que singulier. Alors on ne va pas débattre aujourd'hui Israël-Palestine, Palestine-Israël, c'est pas le sujet, c'est pas le propos, la complexité est absolument immense. Et en même temps, dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de m'occuper de jeunes mineurs isolés étrangers qui viennent aussi sur un territoire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas relier finalement, d'une certaine manière, ces deux destins, ces deux destinées. Comment finalement aller vers un territoire en essayant de développer son propre territoire intérieur. Alors je vais vous donner quelques extraits de ces lettres, que je trouve très belles, mais je suis d'une subjectivité totale. Mon père écrit à son ami, dans une lettre datée du 2 mars 1946, il écrit à son ami Lico, depuis Haïfa, il lui dit ceci. Léon, mon cher Lico, en attendant, j'attends bientôt un aimable jeune homme vêtu d'un imperméable sale, très sale, mais avec du linge très propre et un regard et une voix lucide, sollicite de moi quelques minutes d'entretien. La conversation a lieu sur le pont, accoudé au bastingage, et devant, les lumières qui s'allument dans la ville et le port.
Il fait calme et frais, tout cela est extraordinairement détaché. On ne me pose aucune question extraordinaire non plus, mais lorsque l'entretien se termine, j'ai l'impression d'avoir été photographié, à tout jamais. Quelques minutes plus tard, on me rend mon passeport et me voilà autorisé à résider de manière permanente en Palestine en qualité d'immigrant. Mais il est trop tard pour débarquer ce soir. Nous passerons encore une nuit à bord. Le lendemain matin, le tohu-bohu recommence. Nous sommes le 28 février, dernier jour du mois des fièvres. On débarque sur des allèges. Et là, ça y est, je foule le sol de la terre promise. Ah, mais. Et je m'arrêterai après ce mais. Parce que allait-il pouvoir s'installer dans cette terre promise, sur cette terre promise qu'il aurait voulu qu'elle lui soit tant promise? Et finalement, je vais vous le dire tout de suite, surtout si vous avez d'autres choses à faire. Un samedi après-midi, en général, on va se promener dans les supermarchés avec des chariots. Eh bien, ça a lamentablement foiré. C'est un peu toute la dramaturgie de cette histoire. Et ce genre d'affaires peut nous arriver à tous, à tout moment. Ne pas arriver à se construire intérieurement sur un territoire qu'on aurait souhaité aborder, ou qu'on a tellement idéalisé, tellement fantasmé, tellement désiré, que finalement il en devient inaccessible. Je vous le dis, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas géographe, je ne suis pas historien. Je dirais plutôt que je suis un passeur, sachant qu'utiliser le terme passeur à propos de mineurs isolés étrangers n'est pas très convenable, je le conçois parfaitement. Plutôt un transmetteur d'expériences, de mots, d'idées, comme mon père, qui s'est certainement planté, parce que c'était pas un conquérant de territoire, c'était plutôt sa conquête à lui, les mots, et puis les idées. Il avait un point de vue très lucide sur la situation de la Palestine d'alors. Il écrit à son ami, il lui dit, tu sais, la question principale ici, c'est celle du logement et du travail. Et sans ça, rien ne sera possible. Et plus de 70 ans après, ça nous fait encore écho. Et il lui ajoutait, il disait, tu sais, moi, Lico, j'ai un programme pour la Palestine. Mon programme comprendrait un code civil pour tous, sans distinction de race, religion ou communauté, tout au moins un code civil minimum. La liberté d'immigration, et tu verras qu'il n'y viendra pas un juif de plus. L'instruction publique, en arabe et en hébreu, pour tous, sans distinction. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, je vais vous demander d'accrocher un peu vos ceintures, parce que le propos est un peu plus ardu. C'était son point de vue. Je ne m'engage pas dans ce point de vue forcément, mais je vous le livre tel quel, puisque c'était sa vision du territoire d'alors. Il écrit à son ami, il lui dit « Un État juif est impossible, par manque de maturité des Juifs. De même, un État arabe serait un foutoir et une farce. » Et comme il ne manquait pas d'humour et que c'était un peu le roi de la pirouette, il ajoute « Le meilleur gouvernement serait peut-être une délégation du Vatican, fonctionnant en latin et en français. » On en est arrivé là, à ce point-là, où finalement, mon père n'était absolument pas arrimé dans son fort intérieur. Je l'ai vu, j'en ai souvent reparlé avec lui, et il me disait « Non, non, t'inquiète pas, c'est la tempête sous un crâne. » Et il répétait « C'est la tempête sous un crâne. » Et je pense que sa tentative d'installation n'a pas fonctionné parce que son arrimage intérieur n'était pas suffisamment fort. Il avait eu beau quitter un territoire en ruine, la France à la fin de la guerre, pour espérer quelque chose dans un endroit, et ça n'a pu aboutir. Et je trouve cette histoire assez singulière,
dans les moments qu'on traverse maintenant, dans les moments de fragmentation de la société, dans les moments de repli sur soi, et puis dans ces moments qu'on évoque en permanence, qui sont ces moments de vagues migratoires, qu'elles soient économiques, politiques, climatiques. Alors moi j'ai vu, dans mon activité professionnelle, arriver par vagues ou par petits nombres de jeunes mineurs isolés que nous accueillons dans un établissement et qui pouvaient être protégés au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à leur minorité. Je les ai vus arriver. Mineurs, reconnus mineurs, certes. En fait, qu'ils soient mineurs ou majeurs, cela m'a toujours peu importé. Je les ai vus arriver principalement d'Afrique subsaharienne. Je les ai vus arriver mineurs, mais tellement adultes, tellement mûris par leur périple incroyable. Je les ai vus arriver craintifs et courageux, atterrés, effarés, volontaires. Je les ai vus arriver avec l'espoir fou de pouvoir rester ici. Je les ai vus arriver avec une volonté sans faille de faire quelque chose ici, tout de suite, ou demain, mais très vite. Et puis aussi, avec cet idéal incroyable. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose. Parce que si à leur majorité, ils n'ont pas leur papier, ils seront clandestins. Et à la différence de mon père, qui a eu la possibilité de rentrer à Paris, après son périple, après son échec, je sais qu'eux ne rentreront pas, ou certainement jamais. Ils ne rentreront jamais, il faut bien l'intégrer, parce que leur rêve est indissociable de leur réalité. Ils ne rentreront jamais, parce que du pays, certains ont investi, entre guillemets, sur leur exode, et qu'ils attendent d'être nourris dans tous les sens du terme, qu'ils attendent d'être nourris par leur présence ici. Alors je me suis dit, c'est une position qui a été reçue comme politiquement incorrecte, je me suis dit, s'ils deviennent et s'ils restent ici de toute façon, autant essayer d'aménager avec eux une clandestinité que je qualifierais de potable. Donc nous avons travaillé avec des équipes à essayer de fournir le maximum de codes, des apprentissages sur le langage, oral, écrit, le plus possible, et puis travailler avec tout un réseau d'employeurs, d'associations, etc., pour que ces codes soient intégrés, et que leur clandestinité, j'allais dire, soit viable, et que si un jour, par hasard, une régularisation massive ou partielle arrive, ils puissent en bénéficier. En tout état de cause, j'ai essayé de croiser ces deux destins, ou ces deux destinées finalement. Et vous voyez bien que l'histoire est un éternel recommencement. Et pour eux, pour ces jeunes mineurs isolés, auxquels je pense, certains d'ailleurs particulièrement brillants, repartir est quasiment impossible. Et nous devons le méditer, nous, citoyens. Et nos politiques doivent aussi le méditer en tant que tels. Alors, au moment d'arriver un peu à la fin de mon propos, je repense à mon père. Il écrit à son ami et puis il lui dit « Tu sais, dans ta dernière lettre, je trouve charmante et pertinente l'image du roulement de tambour qui accompagne les exercices périlleux de l'équilibriste. Parfois, il y a des moments où je me suis déjà cassé la gueule. Et puis, tu sais, je me demande ce que je suis venu faire ici. » Et il lui dit, t'écrire ces lettres, parbleu.
Eh bien moi, je me demande ce que je suis venu faire ici. D'abord vous raconter une histoire d'homme, et puis faire le TEDx. Merci.